Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Varsovie pour protester contre un texte débattu par les députés qui interdit tout avortement, y compris en cas de viol. Seule exception si la vie de la femme enceinte est en danger immédiat. Il prévoit jusqu'à 5 ans de prison pour le médecin, les personnes ayant participé à l'IVG ainsi que pour la femme concernée, en autorisant toutefois le juge à ne pas la sanctionner. Je ne suis pas pour remettre en cause l'avortement, mais je dis qu'il y a des dérives et des abus. Les dérives et les abus qui d'ailleurs mettent en cause ce droit. Même dans les pays dans lesquels il est légal depuis plusieurs décennies, l'avortement continue de faire débat et ne semble pas être un droit acquis. Dans un tel contexte, il n'était pas étonnant de voir s'affronter devant le centre Pompidou le 4 juin 2016 deux groupes de manifestants, l'un anti-avortement, l'autre pro-choix. Cependant, la manifestation des anti-avortements sortait de l'ordinaire puisqu'une mise en scène avait été préparée. En effet, les manifestants étaient divisés en deux groupes distincts. Les 4/5 d'entre eux étaient enroulés dans du papier adhésif vert sur lequel il était écrit conforme. Le 5e restant était enroulé dans du papier adhésif rouge sur lequel il était écrit non conforme. Tous scandaient à l'unisson, survivants 1 sur 5 et nous sommes tous des rescapés, tout en levant leurs mains en l'air dont l'annulaire était baissé pour symboliser le 5e de la population manquant. Selon eux, puisqu'il y a en France chaque année en moyenne 800 000 naissances pour 200 000 avortements, toutes les personnes nées depuis 1975, l'année de la loi Veil, avaient une chance sur 5 de ne pas vivre. Ils disent également souffrir du syndrome du survivant d'avortement, concept selon lequel les enfants nés dans un pays où l'avortement est légal ressentent une angoisse et une culpabilité existentielle. Le mouvement en a fait son argument principal, mais il existe peu d'études sérieuses sur le sujet. Nous avons également découvert lors de cette manifestation Émile Duport, porte-parole du mouvement, qui dirige d'une main de maître toute la communication des survivants. Qui est Émile Duport et quelle est sa stratégie pour lutter contre l'avortement à travers le mouvement des survivants? Selon un article du magazine en ligne Street Press, rédigé par Christophe-Cécile Garnier et Philippe Somnolet, Émile Duport rejoint à 18 ans le mouvement des survivants, créé en 1997 par l'association chrétienne et anti-avortement La Trêve de Dieu, qui considère que la loi Veil a instauré la banalisation et l'incitation au meurtre, et que l'avortement est un crime contre l'humanité. Il est à plusieurs reprises le porte-parole de la Marche pour la vie, une manifestation dont le but est de protester contre le droit à l'avortement, qui prend place tous les ans à Paris depuis 2005. Le Petit Journal a également révélé qu'Émile Duport a travaillé en tant que directeur artistique sur l'hymne de la Manif pour tous, un collectif d'associations s'opposant entre autres au mariage homosexuel et à l'homoparentalité. Il crée en janvier 2016 sa propre agence de communication digitale, New Soul, spécialisée dans les sujets de société. La même année, il se réapproprie et relance le mouvement des survivants avec la manifestation du 4 juin, mais surtout avec la création d'un site et d'une chaîne YouTube spécialement dédiée au mouvement. En naviguant sur ces sites, on voit tout de suite qu'on a affaire à un pro de la communication visuelle, mais également que ce sont les jeunes qui sont ciblés par le mouvement. La page d'accueil du site des survivants met en avant le logo du mouvement, moderne et soigné, derrière lequel défilent des vidéos mettant en scène des jeunes. Les réseaux sociaux sont mis en avant, et il y a même en bas de chaque page des émoticônes permettant de partager son feedback. On trouve également sur leur chaîne YouTube un slam qui profite lui aussi d'une réalisation très soignée. Et de manière plus surprenante, une vidéo sur l'avortement dans la série Dr House. Écoutez, c'est à votre femme de décider si oui ou non. Elle veut échanger un enfant contre un rein, c'est un meurtre. Je ne vais pas la laisser faire ça. Mais intéressons-nous maintenant au discours des survivants, en nous appuyant tout d'abord sur leur vidéo de présentation. Vous le savez, en France, l'avortement fait souffrir beaucoup de monde. Bien sûr les femmes, mais aussi les hommes, les familles et la société tout entière. Dès la première phrase, nous pouvons dégager une stratégie, l'utilisation de généralisation et d'assertion. En effet, les survivants ont souvent tendance à éteindre leurs ressentis à l'ensemble de la société comme nous l'avons vu dans leurs vidéos, et comme nous pouvons également le voir sur leur site lorsqu'ils écrivent. Et puis, soyons sérieux, il ne se passe pas un jour qui ne me rappelle pas ce drame, du côté des femmes comme du côté de cette jeunesse sacrifiée qui hurle sa détresse et son mal-être. Nous sommes tous éclaboussés en permanence des conséquences de l'avortement, et qui s'est penché sérieusement sur la question ne peut que le voir et le constater. Ils donnent également souvent des faits qui vont de leur sens pour établis, alors qu'ils ne citent aucune source prouvant la véracité de leurs propos. Ils écrivent par exemple « En effet, une femme qui garde un enfant non désiré apprend généralement à l'aimer, cela lui devient naturel. » Ou encore « Toutes les femmes sortent fragilisées d'un avortement. » Ces fausses assertions sont d'autant plus problématiques qu'elles touchent parfois au domaine scientifique. Par exemple, la statistique selon laquelle nous avions une chance sur 5 de ne pas naître est fausse, puisque nos chances de naître étaient en réalité beaucoup plus faibles et que l'avortement n'est pas le seul facteur à prendre en considération, les fausses couches étant par exemple assez fréquentes. Les survivants prétendent également qu'un avortement augmente la probabilité de stérilité de 10% chez une femme, alors que plusieurs études, dont une de l'Organisation mondiale de la santé, affirment que l'avortement n'a pas de conséquences significatives sur la fertilité.
Enfin, le vidéaste Mathieu Sommet a révélé qu'ils sont allés jusqu'à écrire que le corps de la femme est fait de telle sorte qu'il y a un phénomène naturel qui bloque la fécondation lors du viol. Depuis, la phrase a été retirée du site. Cette hostilité absolue envers l'avortement rappelle les propos des militants catholiques issus de la droite conservatrice, voire de l'extrême droite, bien que les survivants se revendiquent à religieux et à politiques. Cependant, il faut se rappeler que le mouvement émane de la trêve catholique, et nous pouvons également remarquer que le site fait souvent référence à des personnalités catholiques pour appuyer ses propos. De plus, le Petit Journal a révélé que le service d'ordre de leur manifestation était affilié à un groupuscule d'extrême droite royaliste. Enfin, les survivants n'attaquent jamais directement les femmes ayant avorté et rejettent toujours la responsabilité sur la société. Ils écrivent par exemple « Souvent, d'ailleurs, la femme ne sait même pas ce qu'elle fait ou ce qu'on lui fait faire en avortant. On l'a bercée d'illusions en lui racontant que son enfant n'est qu'un petit tas de cellules sans valeur, ou au contraire on l'a forcée, par des pressions, à supprimer la vie qu'elle possédait. Et elle s'en rend compte le plus souvent une fois que c'est fait. » Cette vision est problématique car en déresponsabilisant la femme, ils sous-entendent qu'elle est incapable de faire ses propres choix et que l'avortement est un danger dont il faut la protéger. Pour cela, les survivants veulent revenir sur la loi Veil, mais également que des alternatives à l'avortement soient proposées, telles que des aides psychologiques et financières pour les femmes en situation de détresse ou encore la mise à l'adoption de l'enfant. Nous pouvons relever qu'il n'est jamais question dans leur discours du désir d'une femme d'avoir un enfant ou non, ni de son ressenti quant au fait de mener une grossesse à terme tout en sachant qu'elle abandonnera son bébé. Maintenant que nous avons analysé leur discours, intéressons-nous à leur mode d'action. Émile Duport a en effet compris que le meilleur moyen pour que le message des survivants soit entendu est d'avoir une grande visibilité. Pour cela, il a organisé, comme nous l'avons vu, le happening du 4 juin, qui a en effet eu des répercussions dans les médias. Les survivants ont également interrompu l'émission Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna, pour remercier celui-ci d'exister. Cependant, la télévision pose problème aux survivants car ils n'ont aucune prise sur ce qui est montré. En effet, leur intervention sur le plateau de Touche pas à mon poste a été retirée pour la rediffusion et le replay de l'émission, et l'équipe du Petit Journal les a tournés en ridicule en montrant des jeunes à l'évidence mal à l'aise devant les caméras ou dont les propos sont incohérents. Ça concerne celui qui va avoir un frère ou une sœur qu'il n'aura jamais connu et qui va passer sa vie à se demander pourquoi est-ce que moi je suis là et pourquoi mon petit frère ou ma petite sœur, on lui a pas laissé le choix d'exister quoi. Vous dites ça, vous dites... Ouais. Moi je le sens ça, moi je le sens, vraiment. Et parce que votre mère a avorté? Non. Bonjour, je peux vous poser une petite question? Non, désolé. Non? Oui. Quel âge vous avez? La société française n'a pas su protéger mes jours. J'avais une chance sur 5 de ne pas vivre. Quel âge vous avez? La société française n'a pas su protéger mes jours. J'avais une chance sur 5 de ne pas vivre. C'est ce qu'on vous a dit de répéter en boucle? Je ne suis pas le choix de mes parents. Je suis point barre. Votre prénom? Survivante. Pour garder un certain contrôle sur leur image, les survivants investissent la rue dans laquelle ils collent des affiches et taguent le symbole du mouvement, ainsi que le slogan « Et si Pikachu n'était jamais né ?» tiré de leur site mobile sauverpikachu.com. En effet, le meilleur moyen pour les survivants d'avoir une grande visibilité et de garder le contrôle de leur image reste Internet. Par exemple, le site que nous venons de citer, créé en août 2016 et surfant sur le succès du jeu Pokémon Go, se présente comme un jeu dans lequel notre Pokémon attend un bébé. Cependant, notre entourage nous conseille d'interrompre l'évolution de l'œuf avec des arguments caricaturaux tels que « ce n'est qu'un amas de cellules, on s'en fout de ton œuf ». Le jeu nous demande alors ce que nous voulons faire et, selon notre choix, nous serons félicités ou blâmés et dans les deux cas redirigés vers le site des survivants. Si Sauver Pikachu est clair sur ses intentions, le message anti-avortement est parfois plus insidieux. Émile Duport est en effet également à l'origine du site afterbest.com qui semble au premier abord parler de sexualité de manière décomplexée et neutre. Cependant, à la lecture de certains articles du site, une vision plutôt étriquée de la sexualité transparaît. La pornographie, c'est mal, avoir un sex friend empêche d'être heureux, et, surtout, l'avortement est toujours synonyme de souffrance. Les articles les plus virulents envers l'avortement ont cependant été retirés il y a quelques mois, ainsi que la mention « site de réinformation sur la sexualité » qui apparaissait en pied de page. Nous pouvons soupçonner que ces retraits sont dus au vote de la loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse datant du 20 mars 2017, qui permet désormais de condamner le délit d'entrave numérique à l'IVG. Cependant, cette loi reste très limitative, puisque pour que les créateurs d'un site soient punis, il faut prouver qu'ils ont empêché ou tenté d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une IVG ou les actes préalables à celle-ci, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une IVG, en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une IVG, du personnel travaillant dans les établissements en pratiquant, des femmes venues recourir à une IVG ou de l'entourage de ces dernières. Bien qu'importante, cette loi est donc trop limitative pour lutter efficacement contre la propagande calomnieuse des mouvements anti-avortement, qui ont de ce fait encore de beaux jours devant eux.